Je n'aurais jamais pensé qu'un seul instant pourrait tout changer. Mais parfois, la vie a une manière de vous briser complètement avant de vous reconstruire en une personne méconnaissable. Je m'appelle Chloé, et voici l'histoire de la façon dont je suis passée de la fille la plus pauvre de la ville à la découverte que je valais plus que je n'aurais jamais pu l'imaginer. C'était un mardi matin de septembre quand mon monde s'est effondré. Je travaillais comme femme de ménage, chez Durand et Associés. L'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux de la ville de Lyon, j'étais là depuis 3 ans. Invisible pour la plupart des gens, juste un visage de plus qui vidait leurs poubelles et nettoyait leur cher parquet en marbre. Mais j'avais désespérément besoin de ce travail. C'était la seule chose qui me séparait de la rue. Ce matin-là, je nettoyais la salle de conférence quand j'ai surpris monsieur Durand en train de parler à ses associés d'un événement caritatif qu'ils organisaient. Ils discutaient des dons et de la liste des invités quand l'un d'eux a mentionné qu'il faudrait quelqu'un pour servir les boissons. C'est là que monsieur Durand m'a remarqué. « Vous savez quoi ?» a-t-il dit en me pointant du doigt. « On pourrait économiser sur le personnel de service. Chloé ici pourrait servir les boissons. De toute façon, elle est habituée à être invisible. » La pièce a éclaté de rire. Mais monsieur Durand n'avait pas encore fini. « En fait, rendons ça intéressant. » a-t-il poursuivi, sa voix dégoulinante de condescendance. « Chloé, vous vous plaignez toujours de votre situation financière. Voici votre chance de voir comment l'autre moitié de la population vit. Vous pourrez servir des boissons à notre gala de charité ce week-end. Vous apprendrez quelque chose sur la réussite auprès des gens qui comptent. » J'ai senti mes joues brûler de honte alors que tout le monde dans la pièce me fixait. Mes mains tremblaient alors que je serrais plus fort mon spray nettoyant. J'ai eu envie de courir, de disparaître, de ne plus jamais montrer mon visage. Mais je ne pouvais pas me permettre de perdre ce travail. « Bien sûr, monsieur Durand. » ai-je réussi à murmurer, ma voix à peine audible. « Excellent. » a-t-il souri d'un air suffisant. « Et Chloé, assurez-vous de vous habiller correctement. On ne peut pas avoir l'air ridicule devant nos invités distingués. Si vous vous êtes déjà senti invisible, si on vous a déjà fait sentir que vous ne comptiez pas à cause de votre situation, alors n'hésitez pas à vous abonner. Car ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Et je veux partager ce voyage incroyable avec des gens qui comprennent ce que ça fait d'être ignoré. En quittant cette salle de conférence, mes produits de nettoyage à la main et des larmes menaçant de couler. Je n'avais aucune idée que cette humiliation serait le catalyseur de la découverte la plus extraordinaire de ma vie. Parce que parfois, l'univers a une drôle de manière de nous préparer à quelque chose de plus grand que nous ne pourrions jamais l'imaginer. Ce week-end-là, je me suis rendue au gala de charité vêtue de la seule robe noire que je possédais. Une simple pièce de seconde main que j'avais achetée dans une friperie 2 ans plus tôt, elle était propre et repassée. Mais comparée aux robes de couturier qui flottaient dans la salle de bal, j'aurais aussi bien pu porter un sac poubelle. L'événement était tout ce à quoi je m'attendais. Un défilé de richesse et de statut social. Des lustres en cristal projetaient des ombres dansantes sur les sols de marbre. Et l'air était imprégné de parfums coûteux et du son des verres de champagne qui s'entrechoquaient. Je me déplaçais dans la foule comme un fantôme, remplissant les verres et débarrassant les assiettes, complètement invisible pour les invités qui discutaient de leur dernière résidence secondaire et de leurs acquisitions d'entreprise. Mais quelque chose d'étrange s'est produit. Alors que je servais du champagne près de la table des enchères silencieuses, une femme âgée s'est approchée de moi. Elle était élégamment vêtue d'une robe violet foncé, avec des cheveux argentés coiffés en un chignon parfait, des bijoux qui coûtaient probablement plus que ce que je gagnais en 1 an. Ce qui m'a le plus frappé, ce sont ses yeux, ils étudiaient mon visage avec une intensité qui me mettait mal à l'aise. « Excusez-moi, ma chère », a-t-elle dit doucement, sa voix portant un léger accent que je ne pouvais pas identifier. « Comment avez-vous dit que vous vous appeliez ?»« Chloé. »« Madame ?»« Chloé et Martin », ai-je répondu, me demandant si j'avais fait quelque chose de mal. Le visage de la femme est devenu complètement pâle. Elle a tendu la main et a doucement touché mon bras, ses doigts tremblant légèrement. « Martin » a-t-elle répété, comme pour tester le poids du nom sur sa langue. « Et quel âge avez-vous ?»« Ma petite, 24 ans, madame. » J'ai vu ses yeux se remplir de larmes qu'elle essayait désespérément de retenir. Elle a ouvert la bouche comme pour dire quelque chose, puis l'a refermée. Pendant un instant, nous sommes restés là au milieu de cette salle de bal opulente, 2 inconnus liés par quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. « Votre mère » a-t-elle finalement murmuré. Quel était son nom ? Isabelle Martin. Ai-je répondu, confuse par le caractère personnel de ces questions. Mais elle est morte quand j'étais très jeune. Je me souviens à peine d'elle. La main de la femme âgée s'est envolée vers sa poitrine et elle a fait un pas en arrière comme si je l'avais frappée physiquement. Le verre de champagne dans son autre main a commencé à trembler. « Isabelle » a-t-elle soufflé. Mon Dieu, ce n'est pas possible. Avant que je puisse lui demander ce qu'elle voulait dire, monsieur Durand apparaît à côté de nous.
le visage rougi de colère. « Chloé, qu'est-ce que vous faites à déranger Madame de Montaigne ? Retournez immédiatement au travail », a-t-il lancé. Mais Madame de Montaigne a levé la main, l'arrêtant en pleine phrase. « En fait, monsieur Durand, c'est moi qui dérange et cette charmante jeune femme », a-t-elle dit, sa voix portant soudain une autorité qui la fait reculer d'un pas. « Chloé, n'est-ce pas ? Je me demande si vous pourriez avoir un moment pour me parler en privé lorsque vous aurez terminé votre service ce soir. » Elle a glissé une petite carte dans ma paume et j'ai senti le poids d'un papier cartonné coûteux entre mes doigts. « S'il vous plaît », a-t-elle ajouté, ses yeux ne quittant jamais les miens. « C'est très important. » Alors qu'elle s'éloignait, j'ai baissé les yeux sur la carte. Elle était simple et élégante, Éléonore de Montaigne, avec un numéro de téléphone écrit en une belle écriture en dessous. Mais c'est l'écu son en relief en haut qui a fait un bond à mon cœur, un blason de famille avec 2 lions et une couronne, avec des mots que je ne pouvais pas lire dans ce qui ressemblait à du latin. Le reste de la soirée est passé dans un flou. J'ai continué à servir et à nettoyer machinalement, mais mon esprit était en ébullition avec des questions. Qui était Éléonore de Montaigne ? Pourquoi va-t-elle réagi si fortement au nom de ma mère ? Et pourquoi voulait-elle me parler en privé ? Quand le dernier invité enfin parti et que j'ai fini de nettoyer, je me suis retrouvée debout dans la salle de bal vide, fixant cette carte. Quelque chose au plus profond de moi me disait que cette conversation allait tout changer. Je n'avais aucune idée à quel point j'avais raison. La découverte de l'héritage 3 jours plus tard. Je me suis retrouvée assise dans le bureau le plus luxueux que j'ai jamais vu. Le cabinet d'Éléonore de Montaigne occupait les 3 derniers étages d'un gratte-ciel du centre-ville. Et son bureau personnel était un chef-d'œuvre d'élégance à l'ancienne mélangée à une sophistication moderne. Des fenêtres du sol au plafond offraient une vue à couper le souffle sur la ville. Tandis que des meubles anciens et des œuvres d'art inestimables créaient une atmosphère de pouvoir discret et de richesse. Madame de Montaigne était assise en face de moi, sa manière complètement différente de la femme émotive que j'avais rencontrée au gala. Maintenant, elle était posée, professionnelle et totalement concentrée. Elle avait passé les premières minutes de notre rencontre à me poser des questions détaillées sur l'histoire de ma famille, mon enfance et surtout sur ma mère. « Chloé », a-t-elle commencé, sa voix douce mais sérieuse. Ce que je suis sur le point de vous dire semblera impossible. Mais je dois vous demander d'écouter attentivement et de garder l'esprit ouvert. Elle a tendu la main vers le tiroir de son bureau et a sorti un épais dossier cartonné qui semblait avoir été là depuis des décennies. Les bords étaient jaunis par le temps et je pouvais voir de nombreux documents officiels à l'intérieur. Votre mère, Isabelle Martin, n'était pas celle que vous croyez, a poursuivi Madame de Montaigne. Son vrai nom était Isabelle Lacroix et elle a été ma cliente pendant de nombreuses années. J'ai eu l'impression que l'air avait été aspiré de la pièce. Je ne comprends pas, Lacroix, mais mon nom est Martin à cause de mon père. Votre père était bien José Martin. Mais votre mère a choisi de prendre son nom et de cacher sa véritable identité pour des raisons qui deviendront claires sous peu. Madame de Montaigne a ouvert le dossier et a sorti une photographie qui m'a coupé le souffle. J'ai senti mes mains trembler alors que je tenais la photo. C'était ma mère, mais pas comme je l'avais jamais vue. Sur cette photo, elle portait une robe de soirée élégante et se tenait à côté d'un homme en smoking dans ce qui semblait être une grande salle de bal. Elle avait l'air radieuse, confiante et indéniablement riche. Isabelle Lacroix était l'unique héritière de la fortune de la famille Lacroix, spécialisée dans le textile, a expliqué Madame de Montaigne. Sa famille a construit un empire au début des années 1900 qui valait des millions. Lorsque ses parents sont morts dans un accident de voiture il y a 5 ans, Isabelle a tout hérité. Ma tête tournait. Ce ne pouvait pas être vrai. Ma mère était morte quand j'avais 3 ans et j'avais grandi en foyer car il n'y avait pas de famille ni d'argent. Rien de tout cela n'avait de sens. Mais si elle a hérité de tout cet argent, pourquoi je n'ai rien eu ? Ai-je demandé, ma voix à peine audible. L'expression de Madame de Montaigne est devenue triste parce que votre mère a fait un choix. Elle est tombée amoureuse de votre père, un homme bon mais issu d'un monde complètement différent. La richesse de sa famille venait avec des attentes, des obligations et un style de vie qu'elle a finalement rejeté. Elle a tout laissé derrière elle pour construire une vie simple avec José. Elle a sorti un autre document, un papier légal, couvert de sceaux et de signatures officielles. Mais Isabelle était intelligente. Elle savait qu'un jour vous pourriez avoir besoin de cet héritage. Alors elle a créé une fiducie très spécifique. L'argent devait être conservé jusqu'à ce que vous veniez le chercher, ou que vous vous montriez digne de la responsabilité qu'il représente. Digne ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Madame de Montaigne a souri pour la première fois depuis que j'étais arrivée. Cela signifie, ma chère Chloé, que vous valez potentiellement 12 millions d'euros. Mais il y a une condition. Pour réclamer votre héritage, vous devez démontrer que vous pouvez gérer non seulement l'argent, mais aussi le pouvoir et la responsabilité qui l'accompagnent. J'ai cru que j'allais m'évanouir. 12 millions d'euros, c'était un nombre impossible. Plus d'argent que je ne pouvais même l'imaginer.
La fiducie que votre mère a créée vous demande de relever 3 défis. A poursuivi Madame de Montaigne. 3 tests qui prouveront que vous avez acquis les valeurs qu'elle espérait vous transmettre. L'intégrité, le courage et la compassion. Accomplissez ces défis avec succès, et l'héritage sera à vous. Elle s'est penchée en avant, ses yeux intenses et sérieux. Mais Chloé, je dois vous prévenir. Dès que la nouvelle de cet héritage se répandra, vous ferez face à l'opposition de personnes de votre entourage, à la trahison de vos proches et à des défis qui mettront à l'épreuve chaque aspect de votre caractère. La question est, êtes-vous prête à vous battre pour ce qui vous revient de droit? Assise là, fixant les documents qui prouvaient que ma mère avait été secrètement riche depuis le début, j'ai réalisé que ma vie venait de prendre une tournure que je n'aurais jamais pu imaginer. La fille qui avait été humiliée il y a quelques jours pour sa pauvreté était sur le point de découvrir qu'elle valait plus que la plupart des gens ne pouvaient en rêver. Mais d'abord, je devais prouver que je le méritais. Madame de Montaigne m'a tendu une enveloppe scellée avec mon nom écrit en lettres élégantes sur le devant. Votre premier défi est à l'intérieur, a-t-elle dit. Mais avant de l'ouvrir, vous devez comprendre quelque chose de crucial. Ces défis ont été conçus par votre mère spécialement pour vous, basés sur le genre de personne qu'elle espérait que vous deviendriez. Ils ne seront pas faciles, et ils seront certainement pas à quoi vous vous attendez. Les mains tremblantes, j'ai brisé le seau de cire et en ai sorti une seule feuille de papier crème. Le message était écrit de la main de ma mère. Je l'ai reconnu d'après les quelques cartes d'anniversaire que j'avais gardées de ma petite enfance. Ma très chère Chloé, était-il écrit? Si vous lisez ceci, c'est que vous avez découvert la vérité sur notre famille. Votre premier défi est simple dans son concept mais difficile dans son exécution. Vous devez retourner à l'endroit où vous avez été traité le plus mal et offrir une aide sincère à quelqu'un qui ne vous a montré aucune gentillesse. Ce n'est qu'en faisant preuve de grâce face à la cruauté que vous prouverez que la richesse ne corrompra pas votre cœur. Vous avez une semaine pour accomplir cette tâche. Faites confiance à votre instinct. Et souvenez-vous que le vrai pouvoir vient du fait de soutenir les autres, et non de les rabaisser. J'ai levé les yeux vers Madame de Montaigne, l'esprit en ébullition. Durand est associé. Ai-je dit doucement. Je dois y retourner. Elle a hoché la tête, je m'en doutais. Votre mère tenait beaucoup à ce que ces défis testent votre caractère dans des situations réelles. Le premier défi le lendemain matin, j'ai franchi les portes de Durand et associé pour ce qui, je pensais, serait la dernière fois. J'avais démissionné par email la veille, expliquant que j'avais trouvé une nouvelle opportunité. Ce que je n'avais pas mentionné, c'est que j'étais sur le point de me mettre dans une position incroyablement vulnérable. J'ai trouvé Monsieur Durand dans son bureau, examinant des dossiers avec son air habituel de suffisance. Quand il m'a vu dans l'embrasure de sa porte, son expression a changé pour un mélange d'ennui et de confusion. « Chloé, qu'est-ce que vous faites ici? Je pensais que vous aviez démissionné. » « C'est le cas, Monsieur Durand, mais je voulais vous parler de quelque chose d'important. » Il a fait un geste impassif vers une chaise en face de son bureau. « Soyez brève. J'ai une déposition dans 20 minutes. » J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé. « Je sais que vous gérez le cas de divorce des Morin, et je sais que vous avez du mal avec certains des documents financiers. » Ses sourcils se sont levés. « Comment diable pouvez-vous savoir quoi que ce soit sur mes dossiers? » Parce que je suis attentive, Monsieur Durand, je nettoie votre bureau depuis 3 ans. Et je vous ai vu travailler tard le soir sur ce dossier, l'air frustré et dépassé. C'était vrai. Le divorce Morin contre Morin était une affaire très médiatisée impliquant des millions d'euros en avoir caché. Et Monsieur Durand était visiblement stressé depuis des mois. Je sais aussi, ai-je poursuivi, que vous avez du mal à localiser certains comptes à l'étrange et que Madame Morin soupçonne son mari de dissimuler. Maintenant, j'avais toute son attention. Il s'est penché en avant, son mépris initial remplacé par un intérêt sincère. Continuez. Si vous regardez cette vidéo et que vous avez déjà dû ravaler votre fierté pour faire ce qui est juste, appuyez sur ce bouton j'aime. Parce que ce que j'étais sur le point de faire était l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites, et ce n'était que le début, avant de travailler comme femme de ménage. J'ai passé 2 ans à étudier la comptabilité et l'informatique judiciaire dans un lycée technique. Je n'ai pas pu finir mon diplôme par manque d'argent, mais j'ai appris assez pour reconnaître des modèles dans les documents financiers. Je pense que je peux vous aider à trouver ces comptes cachés. Monsieur Durand m'a regardé longuement, comme s'il me voyait pour la première fois. Vous êtes sérieuse, complètement sérieuse, et je vous propose de vous aider bénévolement. Aucun paiement, aucune reconnaissance, aucune condition. Pourquoi feriez-vous cela? Surtout après. Il a laissé sa phrase en suspens, se souvenant pas-elle de ses mots cruels de la semaine précédente. Parce que tout le monde a droit à une pension alimentaire équitable. Monsieur Durand, même si vous ne pensez pas que je mérite un minimum de respect. Les mots sont restés en suspens entre nous. J'ai vu quelque chose changer dans son expression de la honte. Peut-être, ou peut-être juste de la surprise. Chloé,
C'était inapproprié de ma part de dire ces choses au gala. C'est vrai, mais je ne suis pas ici pour des excuses. Je suis ici parce que j'ai des compétences qui pourraient aider. Aider les gens est la bonne chose à faire. Pendant les 6 heures suivantes, j'ai travaillé aux côtés de Monsieur Durand et de son équipe, utilisant tout ce que j'avais appris sur l'informatique financière pour tracer la piste de l'argent caché. Il s'est avéré que Monsieur Morin avait été bien plus créatif dans la dissimulation de ses avoirs que quiconque ne l'avait imaginé, utilisant un réseau complexe de sociétés écrans et de transactions en crypto-monnaie. À la fin de la journée, nous avions découvert plus de 2,3 millions d'euros d'actifs cachés auxquels Madame Morin avait légalement droit dans le cadre de la pension alimentaire. Monsieur Durand m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à du respect pour la première fois en 3 ans. Chloé, c'est un travail extraordinaire. Vous avez potentiellement sauvé ce dossier. Je suis heureuse d'avoir pu vous aider. Écoutez, je sais que j'étais fort et difficile. Y voudriez-vous envisager de revenir travailler ici? Non pas comme personnel de nettoyage, mais comme assistante juridique. Je pourrais vous aider à terminer votre diplôme et nous pourrions utiliser quelqu'un avec vos compétences. J'ai souri, sentant une chaleur dans ma poitrine qui n'avait rien à voir avec l'argent que je pourrais hériter. Merci, Monsieur Durand, c'est très généreux. Mais j'ai d'autres opportunités que je dois d'abord explorer. En quittant le cabinet ce soir-là, j'ai eu l'impression d'avoir réussi une sorte de test, non seulement le défi de ma mère, mais aussi un test personnel. J'avais prouvé que je pouvais répondre à la cruauté par la gentillesse. Et cela m'a semblé plus précieux que n'importe quel héritage. Mais j'étais sur le point d'apprendre que tout le monde n'était pas heureux de ma nouvelle confiance. La menace de David Lacroix 2 jours après avoir terminé mon premier défi, je rentrais de l'épicerie quand j'ai remarqué une berlinoire qui me suivait. Elle est restée à exactement 3 voitures derrière moi alors que je faisais plusieurs virages aléatoires, ce qui a confirmé mes soupçons. Quand j'ai finalement atteint mon petit immeuble, la voiture s'est garée de l'autre côté de la rue et n'a pas bougé. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Chaque bruit dans le couloir me faisait sursauter et je me suis retrouvée à vérifier les serrures de ma porte plusieurs fois. Le lendemain matin, la berline était partie, mais j'avais le sentiment troublant d'être surveillée. Mon téléphone a sonné alors que je me faisais du café. Le numéro était masqué, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Chloé Martin. La voix était masculine, professionnelle et complètement inconnue. Oui, je m'appelle David Lacroix. Je crois que vous avez récemment appris que vous êtes ma cousine. Mon sang s'est glacé. Madame de Montaigne avait mentionné qu'il pourrait y avoir des membres de la famille qui ne seraient pas contents de mon héritage, mais elle ne m'avait pas donné de nom spécifique. J'aimerais vous rencontrer aujourd'hui. Il y a certaines choses à propos de la famille Lacroix que vous devez comprendre avant de vous embarquer dans quelque chose qui vous dépasse. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Ai-je répondu, en essayant de garder ma voix ferme. Oh, mais je pense que si. Vous voyez, Chloé, il y a des contestations légales à la fiducie de votre mère dont vous n'êtes pas au courant. Des contestations qui pourraient bloquer cet héritage pendant des années, voire des décennies. À moins, bien sûr, que nous ne puissions trouver un arrangement. La menace était claire, même si son ton restait poli. Quel genre d'arrangement? Retrouvez-moi au Café de la Paix à Paris à 14 h aujourd'hui. Venez seul et nous discuterons de vos options. La ligne a coupé. J'ai immédiatement appelé Madame de Montaigne, mais sa secrétaire m'a dit qu'elle était au tribunal toute la journée et qu'elle était injoignable. J'étais seule. Le Café de la Paix était un petit endroit tranquille dans un quartier de la ville que je visitais rarement. Je suis arrivée 15 minutes en avance et j'ai choisi une table près du fond d'où je pouvais voir tout le monde entrer et sortir. À 14 h pile, un homme en costume coûteux est entré et s'approchait de ma table. David Lacroix aurait pu être le frère de ma mère. Les mêmes cheveux foncés, les mêmes yeux verts, la même ossature élégante. Mais là où ma mère avait été chaleureuse et gentille dans mes souvenirs, David dégageait un froid calcul. « Chloé », a-t-il dit, s'asseyant sans y être invité. « Vous ressemblez étonnamment à Isabelle. C'est assez troublant. En fait, qu'est-ce que vous voulez ?» David. Il a souri, mais son sourire n'a pas atteint ses yeux. Droit au but. « J'aime ça. Ce que je veux est très simple. Je veux que vous renonciez à cette histoire d'héritage et que vous retourniez à votre vie normale. Et pourquoi ferais-je cela ? Parce que l'alternative sera très désagréable pour vous. » Il a sorti une tablette et l'a fait glisser sur la table. Ce sont les documents légaux que j'ai déposés hier, contestant la validité de la fiducie de votre mère. J'ai 3 des meilleurs avocats spécialisés en succession du pays qui travaillent sur ce dossier. Et ils ont trouvé des incohérences très intéressantes. J'ai regardé l'écran, essayant de donner un sens au langage juridique. Quel genre d'incohérence ? Eh bien, pour commencer, il y a la question de savoir si Isabelle était mentalement saine d'esprit lorsqu'elle a créé la fiducie. Elle venait de vous donner naissance, après tout. Et la dépression postpartum peut sérieusement affecter les capacités de prise de décision. J'ai senti la colère monter en moi.
Vous allez prétendre que ma mère était mentalement malade. Si nécessaire. Oui, il y a aussi la question de l'influence abusive. Votre père était un homme très persuasif, et Isabelle était assez vulnérable après la mort de ses parents. Il est tout à fait possible qu'il l'ait manipulée pour créer cette fiducie afin de vous avantager au détriment de ses proches parents. C'est ridicule. Mon père est mort quand j'avais 10 ans, et nous n'avons jamais eu d'argent. Ah, mais vous voyez, c'est exactement ce à quoi on pourrait s'attendre s'il avait tout planifié depuis le début. David s'est adossé à sa chaise, l'air satisfait de lui. Voici ce qui va se passer. Chloé, vous allez renoncer publiquement à toute réclamation sur l'héritage de la famille Lacroix. En échange, je veillerai à ce que ces contestations légales disparaissent. Et je vous donnerai même une somme généreuse, disons 50 000 €, pour vous aider à commencer une nouvelle vie loin d'ici. Et si je refuse, alors je vous détruirai. Son comportement aimable a complètement disparu. Je vous traînerai, vous et la mémoire de vos parents, devant les tribunaux pendant des années. Je m'assurerai que chaque détail humiliant de votre enfance sans foyer devienne public. J'engagerai des détectives privés pour creuser chaque erreur que vous avez jamais commise, chaque moment embarrassant, chaque échec personnel. Et je m'assurerai que tout soit publié dans les journaux. Il s'est penché en avant, sa voix se baissant en un murmure. Et ce n'est que le début. J'ai des contacts dans cette ville que vous ne pouvez pas imaginer. Je peux faire en sorte que vous ne trouviez plus jamais de travail, que vous ne louiez plus jamais d'appartement, que vous n'ayez plus jamais un moment de paix. Quand j'en aurai fini avec vous, vous supplierez pour prendre ces 50 000 €. Je l'ai regardé longuement, sentant le poids de ses menaces. Cet homme avait le pouvoir de faire de ma vie un enfer, et il n'avait clairement aucun scrupule à l'utiliser. J'ai besoin de temps pour y réfléchir. Et je dis finalement, vous avez 24 heures. Après cela, l'offre descendra à 25 000 et les contestations légales deviendront bien pires. Il s'est levé et a laissé tomber une carte de visite sur la table. Ne rendez pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Chloé, renoncez maintenant, tant que vous le pouvez encore. Alors que je le regardais quitter le café, j'ai réalisé que mon voyage pour réclamer mon héritage allait être bien plus dangereux que je ne l'avais jamais imaginé. Mais j'ai aussi réalisé autre chose. Je n'étais plus la même fille effrayée, qui avait été humiliée dans cette salle de conférence il y a à peine une semaine. J'étais la fille d'Isabelle Lacroix, et j'étais prête à me battre. La révélation de la vérité cette nuit-là. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser aux menaces de David. Une partie de moi voulait prendre son argent et s'enfuir 50 000 €. C'était plus que ce que j'avais jamais rêvé d'avoir. Mais chaque fois que j'y pensais, je pensais à ma mère et aux défis qu'elle avait créés pour moi. Elle avait cru que j'étais assez forte pour gérer cet héritage et tout ce qui allait avec. Pourrais-je vraiment lui donner tort au premier signe d'opposition sérieuse? J'étais encore en train de me débattre avec ces pensées quand mon téléphone a sonné à 23 h. C'était Madame de Montaigne, et elle semblait urgente. Chloé, Dieu merci, vous avez répondu. Je viens d'entendre parler des contestations légales de David. Vous devez venir à mon bureau immédiatement. Il est 11 h du soir. Je sais quelle heure il est. Ma chère, cela ne peut pas attendre demain matin. 20 minutes plus tard, j'étais de retour dans le bureau de Madame de Montaigne, mais cette fois l'atmosphère était complètement différente. L'espace élégant était maintenant encombré de documents juridiques, de vieux livrets de ce qui semblait être des décennies de dossiers financiers. Madame de Montaigne semblait avoir vieilli de 10 ans depuis notre dernière rencontre. Asseyez-vous. Chloé, il y a des choses sur l'histoire de votre famille que j'aurais dû vous dire dès le début. Elle s'est versé un verre de cognac, les mains tremblantes. David Lacroix n'est pas seulement votre cousin. C'est le fils de Robert Lacroix, l'oncle de votre mère. Et il a essayé de mettre la main sur la fortune familiale pendant plus de 20 ans. Qu'est-ce que vous voulez dire? L'entreprise de textile Lacroix n'était pas seulement prospère. Chloé, elle était révolutionnaire. Votre arrière-grand-père, Guillaume Lacroix, a inventé un procédé de fabrication dans les années 1920 qui est encore utilisé par les grandes entreprises de mode aujourd'hui. Les brevets seuls valent des millions et les redevances continues génèrent une énorme richesse depuis des décennies. Elle a sorti un épais grand livre qui semblait appartenir à un musée. Lorsque vos grands sont morts dans cet accident de voiture, ils ont laissé derrière eux un empire d'une valeur de plus de 60 millions d'euros. Votre mère a tout hérité parce qu'elle était la seule héritière directe. Ma tête tourne et à nouveau, 60 millions. Mais vous avez dit 12 millions. C'est juste ce que votre mère a mis de côté pour vous. Le reste de l'argent a été placé dans divers investissements et fiducies, et il a grossi chaque année. David le sait, et il se bat depuis 2 décennies pour prouver qu'il mérite une part. Madame de Montaigne a ouvert un autre dossier et a sorti une photographie d'un David. Lacroix plus jeune serrant la main d'un homme en costume d'affaires. Il y a 3 ans, David a finalement trouvé un moyen de potentiellement réclamer la fortune. Il a découvert que Robert Lacroix, son père et l'oncle de votre mère, avaient secrètement détourné de l'argent de l'entreprise familiale
pendant des années avant l'accident. Robert est mort en prison. Mais David a soutenu que les crimes de son père étaient en fait une revendication légitime de partenariat dans l'entreprise. C'est insensé. Oui, mais l'insanité peut être très convaincante lorsqu'elle est soutenue par des avocats coûteux et des preuves fabriquées. Elle m'a montré un autre document, un rapport financier qui m'a donné la nausée. David a passé les 3 dernières années à détruire systématiquement les preuves des crimes de son père, tout en créant de faux documents pour soutenir ses revendications. Il a déjà réussi à geler environ 15 millions d'euros du patrimoine pendant que son affaire avance devant les tribunaux. J'avais l'impression de me noyer dans des informations que je ne pouvais pas assimiler. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour mon héritage? Cela signifie que David vous voit comme la plus grande menace à ses plans. Si vous réussissez à relever les défis de votre mère et à réclamer votre héritage, vous aurez la légitimité juridique pour contester ces revendications frauduleuses. Mais si vous disparaissez ou renoncez à vos droits, alors il obtient tout. Exactement. Madame de Montaigne s'est penchée en avant, son expression intense. Chloé, il y a autre chose. L'accident de voiture qui a tué vos grands-parents, le père de David, Robert, était au volant. Il était ivre. Mais la famille a étouffé l'affaire pour éviter le scandale. Votre mère le savait, et c'est en partie pour cela qu'elle a quitté l'entreprise familiale. J'ai eu l'impression que la pièce tournait. Vous êtes en train de dire que Robert Lacroix a tué mes grands-parents. Je dis que Robert Lacroix était responsable de leur mort et que David a passé toute sa vie d'adulte à essayer de profiter des crimes de son père. Elle a sorti un document de plus une lettre manuscrite dans l'écriture distinctive de ma mère. Votre mère vous a laissé cela à lire si David faisait surface. Elle se doutait qu'il finirait par essayer de réclamer l'héritage. Les mains tremblantes, j'ai déplié la lettre et j'ai commencé à lire. Ma très chère Chloé, si vous lisez ceci, c'est que David s'est révélé et vous connaissez maintenant la vérité sur l'histoire tragique de notre famille. Je veux que vous compreniez que l'argent Louis Mime n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est que l'héritage Lacroix à l'entreprise, les brevets, les redevances continuent d'être utilisées pour le bien plutôt que pour la cupidité. Votre deuxième défi mettra à l'épreuve votre capacité à voir au-delà des apparences et à prendre des décisions basées sur la vérité plutôt que sur la peur. Faites confiance à Madame de Montaigne, mais plus important encore, faites-vous confiance. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez, et vous avez le pouvoir de mettre fin à un cycle de tragédie familiale une fois pour toutes. J'ai levé les yeux vers Madame de Montaigne, ressentant un étrange sentiment de clarté malgré tout le chaos. Quel est mon deuxième défi? Elle a souri pour la première fois de la soirée. Demain, vous allez déjeuner avec David Lacroix à nouveau. Mais cette fois, vous allez lui offrir exactement ce qu'il veut. Je ne comprends pas. Vous allez lui dire que vous renoncez à votre réclamation sur l'héritage. Vous allez lui faire croire qu'il a gagné. Je l'ai regardé avec confusion. Mais pourquoi ferais-je cela? Parce que parfois, Chloé, la seule façon d'attraper un prédateur est de lui faire croire que vous êtes une proie. Le deuxième défi le lendemain. J'ai appelé David et j'ai arrangé une rencontre avec lui dans le même café. J'ai passé la matinée à répéter ce que j'allais dire, essayant de perfectionner le rôle d'une jeune femme vaincue et dépassée par des circonstances qui la dépassent. Quand David est arrivé, il avait l'air extrêmement confiant. Il a probablement pensé que j'avais passé la nuit à pleurer et à quel point je reclassais si Chloé, a-t-il dit, s'installant sur sa chaise avec un sourire satisfait. J'espère que vous avez eu le temps de réfléchir à mon offre. J'ai réfléchi, ai-je répondu, en m'assurant que ma voix portait la bonne note de résignation. Vous avez raison. C'est trop pour moi. Je ne comprends pas les documents juridiques, je ne sais rien de la gestion de l'argent, et je ne veux certainement pas passer des années à me battre au tribunal. Son sourire s'est élargi. Je suis si heureux que vous soyez raisonnable. Mais j'ai quelques conditions. Le sourire a légèrement faibli. Quelles conditions? D'abord, je veux 75 000 euros, pas 50. Si je renonce à des millions, je mérite une compensation un peu plus conséquente. David a réfléchi un instant, puis a hoché la tête. C'est acceptable. Deuxièmement, je veux que l'argent soit transféré sur un compte à mon nom aujourd'hui, avant que je ne signe quoi que ce soit. Également raisonnable. Et troisièmement, ai-je dit, en le regardant droit dans les yeux, je veux que vous reconnaissiez ce que votre père a fait à mes grands-parents. La température dans la pièce a semblé chuter de 10 degrés. L'expression de David est passée de confiante à dangereuse en un clin d'œil. Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. L'accident de voiture? David, je sais que Robert conduisait en état d'ivresse. Je sais qu'il les a tués. C'est une accusation très grave. Chloé, une accusation très stupide. Je me suis penchée en avant, répondant à son ton menaçant. Est-ce une accusation si c'est vrai? Pendant un long moment, nous nous sommes regardés à travers la petite table. Je pouvais le voir calculer, essayant de comprendre ce que je savais réellement et si j'étais une menace suffisante pour exiger une action plus drastique. Finalement,
Il a rien, son froid et amer qui m'a fait frissonner. Vous savez quoi? Très bien. Oui, mon père conduisait la nuit où vos grands-parents sont morts. Oui, il était ivre. Oui, il a causé l'accident qui les a tués. Et vous savez quoi d'autre? Je suis content que ce soit arrivé. J'ai senti mon sang se glacer, mais je me suis forcé à rester calme. Si vous regardez cette vidéo et que vous avez déjà dû affronter quelqu'un qui voulait vous détruire, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire d'où vous regardez. Parce que ce qui s'est passé ensuite m'a appris que parfois, les personnes les plus dangereuses sont celles qui pensent qu'elles ont déjà gagné. Vous êtes content que votre père ait tué mes grands-parents? Je suis content parce que cela a permis à votre mère d'hériter de tout au lieu d'avoir à le partager avec Robert. Et maintenant qu'elle est morte et que vous êtes trop faible pour vous battre pour ça, cet héritage va se retrouver exactement là où il doit être avec moi. Même si votre père était un meurtrier et un voleur. David a haussé les épaules. Mon père était beaucoup de choses, mais il était aussi assez intelligent pour se positionner afin de profiter de la richesse de la famille. La seule erreur qu'il ait faite a été de se faire prendre en train de détourner de l'argent avant de pouvoir réclamer sa part légitime. Alors vous pensez que le vol et le meurtre sont acceptables tant qu'ils sont rentables. Je pense que la survie du plus apte est la seule loi qui compte vraiment. Votre mère était faible. Elle a renoncé au pouvoir et à l'argent pour jouer à la petite famille avec un homme pauvre. Vous êtes faible aussi, vous êtes assise ici. Prête à renoncer à des millions d'euros parce que vous avez peur d'une petite pression juridique. Il s'est adossé à sa chaise, l'air extrêmement satisfait de lui. Mais je ne suis pas faible. Chloé, je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour obtenir ce que je mérite. Et ce que je mérite, c'est l'entière fortune Lacroix. Qu'en est-il des brevets? Des redevances continues du procédé de fabrication. Tout, chaque brevet, chaque versement de redevance, chaque investissement. Quand vous signerez ces papiers aujourd'hui, vous renoncerez à votre réclamation sur un empire d'une valeur de plus de 20 millions d'euros. J'ai senti un frisson courir le long de ma colonne vertébrale. Il venait d'admettre bien plus que ce que Madame de Montaigne m'avait dit. 80 millions? Oh oui, ces 20 dernières années ont été très bonnes pour les investissements de la famille Lacroix. Pensiez-vous vraiment que 12 millions c'était tout? Je me suis levée lentement, mes jambes chancelantes sous moi. David, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Je reviens tout de suite, et puis nous pourrons finir ça. Ne tardez pas trop. Chloé, j'ai d'autres rendez-vous aujourd'hui. J'ai marché jusqu'au fond du café, mon cœur battant si fort que j'étais sûre que tout le monde pouvait l'entendre. Mais au lieu d'aller aux toilettes, je me suis glissée par la porte de derrière dans la ruelle. Madame de Montaigne m'attendait dans sa voiture, exactement comme nous l'avions prévu. Vous avez tout eu? Ai-je demandé en glissant sur le siège passager. Elle a brandi un petit appareil d'enregistrement avec un sourire satisfait. Chaque mot? Sa confession sur le fait d'avoir étouffé l'accident, son aveu que son père détournait de l'argent et sa déclaration sur la véritable valeur du patrimoine, plus quelques charmantes menaces qui intéresseront beaucoup un juge. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, nous retournons à mon bureau et nous déposons une injonction d'urgence pour geler tous les actifs de David pendant que nous présentons ses preuves au tribunal. Demain matin, ce sera lui qui fera face à des accusations pénales pour fraude et complot. Alors que nous nous éloignons du café, j'ai réalisé que je venais d'accomplir mon deuxième défi sans même le savoir. J'avais regardé au haut, des menaces superficielles de David et découvert la vérité sur son caractère. Plus important encore, j'avais prouvé que je pouvais être assez courageuse pour m'engager dans le danger quand il était nécessaire de protéger ce qui était juste. Mais j'étais sur le point d'apprendre que David Lacroix était bien plus dangereux que je ne l'avais imaginé. Et que notre confrontation n'était que le début d'une bataille bien plus vaste. La bataille finale, pour la vérité 3 heures après notre rencontre au café. David Lacroix a découvert que son monde s'effondrait. Madame de Montaigne avait agi avec l'efficacité de quelqu'un qui planifiait ce moment depuis des années. À 18h ce soir-là, des injonctions d'urgence avaient été déposées. Les actifs de David étaient gelés. Et des accusations criminelles étaient en cours de préparation sur la base de l'enregistrement que nous avions fait. Mais David n'allait pas se laisser faire sans se battre. J'étais dans le bureau de Madame de Montaigne, examinant les documents légaux qui allaient enfin me donner accès à mon héritage, lorsque sa secrétaire a fait irruption sans frapper. « Madame de Montaigne, vous devez voir les nouvelles immédiatement. » Elle a allumé la télévision, et j'ai senti mon estomac se tordre en voyant mon propre visage remplir l'écran. C'était une photo de mon album de lycée. Et là, les gens d'en dessous disaient « Une femme locale se fait passer pour quelqu'un d'autre pour voler des millions. » Le présentateur parlait d'un ton sérieux et mesuré réservé au scandale majeur, ce soir à 18h. Nous avons une enquête exclusive sur ce qui semble être un plan de fraude élaboré, impliquant une jeune femme qui prétend être l'héritière d'une fortune du textile. David Lacroix, héritier légitime du patrimoine Lacroix, a tenu une conférence de presse cet après-midi.
alléguant que Chloé Martin a utilisé de faux documents et de fausses identités pour voler l'héritage de sa famille. L'écran a montré David debout derrière un pupitre, l'air d'un membre de la famille. Et Ploré, qui a été les invoques, car derrière lui se tenaient 3 hommes en costume coûteux qui formaient clairement son équipe juridique. Ma famille a été dévastée par cette fraude, disait David, sa voix brisée par ce qui semblait être une émotion sincère. Cette jeune femme a fabriqué une identité entière, se faisant passer pour la fille de Mac, cousine décédée, Isabelle. Elle a créé de faux documents, soudoyé des fonctionnaires et manipulé des avocats âgés dans un plan, élaboré pour voler des millions d'euros qui appartiennent de droit à ma famille. J'ai regardé avec horreur alors qu'ils brandissent ce qui semblait être des documents officiels. Nous avons la preuve que Chloé Martin n'est pas celle qu'elle prétend être. Son vrai nom est Chloé Valdé. Et elle est une immigrée clandestine qui a utilisé des numéros de sécurité sociale volés et de faux certificats de naissance pendant des années. Elle a ciblé la famille Lacroix spécifiquement parce qu'elle savait que nous étions riches et vulnérables. Après la mort récente de notre patriarche, Madame de Montaigne a mis la télévision en sourdine. Mais nous pouvions toujours voir David continuer sa performance avec dès l'armée des gestes dramatiques. « Comment est-ce possible ?» ai-je murmuré. « Comment pas il mentir comme ça à la télévision ?»« Parce qu'il est désespéré », a répondu Madame de Montaigne, mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. Et parce qu'il a des ressources que nous avons sous-estimées. Elle a immédiatement commencé à passer des appels téléphoniques, essayant de contacter des juges, des procureurs et d'autres responsables juridiques qui pourraient nous aider à répondre aux accusations de David. Mais il est vite devenu clair que David avait planifié cette cantanque depuis des semaines. En moins d'1 heure, les réseaux sociaux ont été inondés par l'histoire. Fraude Chloé était en tendance sur Twitter, et des dizaines de faux comptes partageaient des preuves prétendument accablantes sur mon passé criminel. Quelqu'un avait même créé un faux dossier d'immigration montrant que j'étais entré illégalement dans le pays en tant qu'enfant. Mon téléphone a commencé à sonner constamment des journalistes, des avocats et des personnes se disant être des parents perdus qui voulaient m'aider. Madame de Montaigne a chargé sa secrétaire de filtrer tous les appels, mais le harcèlement n'était incessant. Madame de Montaigne, ai-je dit, après avoir géré la crise pendant 3 heures, que je devrais simplement abandonner. C'est exactement ce que David m'a dit qu'il se passerait. Il va détruire ma réputation et faire de ma vie un enfer. Elle m'a regardé avec la détermination féroce que j'avais appris à associer à elle. Chloé, vous souvenez-vous de ce que votre mère a écrit dans cette lettre? Elle a dit que votre 2e défi mettrait à l'épreuve votre capacité à voir au-delà des apparences et à prendre des décisions basées sur la vérité plutôt que sur la peur. Mais ce n'est plus le 2e défi. C'est quelque chose de complètement différent. Non, ma chère, c'est votre 3e défi. Je l'ai regardée avec confusion. Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle a sorti une autre enveloppe, une que je n'avais pas vue auparavant. Votre mère a laissé des instructions spécifiques sur ce qu'il fallait faire si David lançait un jour une attaque publique contre vous. Elle le connaissait assez bien pour prédire exactement ce scénario. Les mains tremblantes, j'ai ouvert l'enveloppe et lu le dernier message de ma mère. Ma très chère Chloé, si vous lisez ceci, c'est que David a montré sa vraie nature au monde. Votre 3e et dernier défi est le plus difficile. Vous devez choisir entre votre réputation et votre intégrité. David vous offrira une dernière offre. Un moyen de faire disparaître toute l'humiliation publique en échange de votre renonciation à votre héritage pour toujours. Le chemin facile est d'accepter son offre et de disparaître. Le chemin difficile est de vous lever publiquement, de dire la vérité surtout, et de faire confiance à la justice pour qu'elle prévale même quand cela semble impossible. Ce n'est qu'en choisissant la vérité plutôt que le confort que vous prouverez que vous êtes prête à assumer la responsabilité qui vient avec l'héritage de la famille Lacroix. J'ai levé les yeux vers Madame de Montaigne, comprenant enfin toute l'ampleur de ce que ma mère avait prévu. Elle savait que ça arriverait. Isabelle était incroyablement intelligente. Chloé, elle comprenait que David finirait par montrer ses vraies couleurs. Et elle voulait s'assurer que vous étiez préparés à l'affronter quand il le ferait. Mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro inconnu, toujours prête à reconsidérer mon offre. Je peux faire disparaître tout ça en 24 heures. Mais si vous n'acceptez pas l'offre cette fois, ça va devenir bien plus compliqué. Dès j'ai montré le message à Madame de Montaigne, qui a souri d'un air sombre. Il a plus peur qu'il ne le laisse paraître. David ne vous offrirait pas une échappatoire s'il était sûr de sa position. Mais s'il a raison, si les gens croient ses mensonges. Alors, nous ripostons avec la vérité. Mais Chloé, je dois être honnête avec vous sur ce que cela signifie. Si nous allons de l'avant en exposant les crimes de David et en réclamant votre héritage, vous ferez face à un examen minutieux comme vous n'en avez jamais connu. Chaque détail de votre vie sera examiné. Chaque erreur que vous avez jamais commise sera amplifiée. Êtes-vous préparé à cela? J'ai pensé à la fille effrayée qui avait été humiliée dans cette salle de conférence il y a à peine 2 semaines.
Cette fille aurait accepté l'offre de David sans hésitation. Mais je n'étais plus cette fille. Oui, ai-je dit fermement. Je suis prête à me battre. Alors demain matin, nous tiendrons notre propre conférence de presse. Et nous dirons au monde exactement qui est vraiment David Lacroix. La justice prévaut. La conférence de presse était prévue pour 10 heures du matin au palais de justice du centre-ville. Madame de Montaigne avait passé toute la nuit à préparer notre réponse, à rassembler des preuves et à coordonner. Avec les fonctionnaires de police qui enquêtaient maintenant sur les revendications frauduleuses de David, j'ai à peine dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, j'imaginais faire face à une salle pleine de journalistes qui croyaient déjà que j'étais une criminelle. Une partie de moi voulait appeler David et accepter son offre, ce serait tellement plus facile de simplement disparaître et de recommencer ailleurs. Mais chaque fois que j'envisageais d'abandonner, je pensais à ma mère. Elle avait renoncé à cette fortune une fois, mais elle s'était assurée que j'aurais la chance de la réclamer si je me montrais digne. Comment pourrais-je la décevoir maintenant? Le matin de la conférence de presse, je me suis tenue devant le miroir de ma salle de bain, essayant de décider quoi porter. J'avais exactement 3 tenues professionnelles, toutes achetées de seconde main. J'ai choisi une simple robe noire, la même que j'avais portée au gala de charité où tout cela avait commencé. En regardant mon reflet, j'ai réalisé que tout bouclait la boucle. Il y a 2 semaines, j'avais porté cette robe comme un symbole de ma pauvreté et de mon invisibilité. Aujourd'hui, je la portais comme une armure. Madame de Montaigne est venue me chercher à 9 heures et nous avons roulé jusqu'au palais de justice en silence, alors que nous approchions du bâtiment. Je pouvais voir la foule de journalistes et de caméras déjà assemblés sur le perron. « N'oubliez pas !» a dit Madame de Montaigne alors que nous nous garions, « dites la vérité, restez calme, et ne les laissez pas vous pousser à dire quelque chose que vous regretteriez. » Nous avons traversé la foule de journalistes, ignorant les questions criées et les flashs. Et nous nous sommes dirigés vers la petite salle de conférence qui avait été aménagée pour notre annonce. À 10 heures pile, Madame de Montaigne s'est approchée du pupitre. « Mesdames et messieurs, merci d'être venus. Hier, David Lacroix a tenu une conférence de presse faisant plusieurs allégations graves contre ma cliente, Chloé Martin. Aujourd'hui, nous sommes ici pour rétablir les faits. Elle m'a fait signe de la rejoindre au pupitre. Mes jambes étaient comme de la gelée, mais je me suis forcée avance à faire face aux caméras. Je m'appelle Chloé Martin. Ai-je commencé? Ma voix plus forte que je ne m'y attendais. Et tout ce que David Lacroix a dit sur moi hier était un mensonge. J'ai sorti mon acte de naissance, ma carte d'identité et d'autres documents officiels qui prouvaient mon identité. Je suis exactement qui je prétends être. Je suis la fille d'Isabelle Lacroix et de José Martin. Je suis une citoyenne française, née à Lyon il y a 24 ans. Et je suis l'héritière légitime de la fortune du textile Lacroix. Une journaliste au premier rang a levé la main. « Mademoiselle Martin, avez-vous une preuve qu'Isabelle Lacroix était bien votre mère ?» Madame de Montaigne s'est avancée à brandir un test ADN que nous avions fait faire en urgence dans un laboratoire privé. Nous avons une preuve génétique définitive que Chloé est la fille biologique d'Isabelle Lacroix. Nous avons également des dossiers médicaux, des actes de naissance et des dizaines d'autres documents qui confirment son identité. Un autre journaliste a demandé « Qu'en est-il des allégations selon lesquelles vous auriez utilisé de faux numéros de sécurité sociale ?» Ces allégations sont complètement fabriquées, ai-je répondu. J'ai utilisé le même numéro de sécurité sociale toute ma vie, celui qui m'a été attribué à ma naissance. David Lacroix a créé de faux documents pour soutenir ses mensonges. Alors pourquoi vous croire plutôt que lui? C'était le moment que je redoutais. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai pris la décision qui allait tout changer. Parce que j'ai la preuve que David Lacroix est un criminel. La pièce a éclaté en murmures excités. Madame de Montaigne m'a fait un signe d'encouragement. Il y a 3 jours, David Lacroix m'a avoué que son père, Robert Lacroix, conduisait en état d'ivresse la nuit où mes grands ont été tués dans un accident de voiture. Il a également admis que Robert avait détourné de l'argent de l'entreprise familiale pendant des années. Plus important encore, il m'a dit qu'il avait systématiquement détruit des preuves et créé de faux documents pour soutenir des revendications frauduleuses sur l'héritage de ma famille. J'ai sorti un petit appareil d'enregistrement et je l'ai tenu pour que les caméras le voient. J'ai des enregistrements audio de David faisant ses aveux. J'ai aussi des documents prouvant qu'il a déposé de fausses réclamations légales d'une valeur de plus de 15 millions d'euros. Les journalistes criaient maintenant des questions à l'unisson, mais j'ai levé la main pour demander le silence. Au cours des 3 dernières années, David Lacroix a utilisé le système judiciaire pour voler de l'argent qui appartient à d'autres personnes. Il a menti au juge, fabriqué des preuves et détruit des documents pour étouffer les crimes de son père. La conférence de presse d'hier n'était que sa dernière tentative pour détourner l'attention de son propre comportement criminel. Si vous regardez encore cette histoire incroyable et que vous croyez que la vérité devrait toujours l'emporter sur les mensonges,
N'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche de notification. Parce que ce qui s'est passé ensuite a prouvé que parfois, la justice prévaut vraiment. Madame de Montaigne est retournée au pupitre. Depuis ce matin, le bureau du procureur a déposé des accusations criminelles contre David Lacroix pour fraude, parjure et complot. Ses actifs restent gelés en attendant une enquête complète sur ses crimes financiers. Un journaliste a demandé, « Mademoiselle Martin, que ferez-vous de l'héritage si vous réussissez à le réclamer ?» C'était la question que j'espérais que quelqu'un me pose. L'entreprise de textile Lacroix a généré de la richesse pendant plus d'un siècle. Ai-je dit. Mais cette richesse a été construite sur le travail et la créativité de milliers de travailleurs, qui n'ont jamais été équitablement rémunérés. Si j'hérite de cette fortune, je prévois de l'utiliser pour créer des bourses d'études pour les étudiants défavorisés, pour financer des microcrédits pour les entrepreneurs issus de milieux modestes, et pour soutenir des organisations qui aident les enfants des foyers d'accueil. J'ai fait une pause, en pensant à la fille que j'étais il y a à peine 2 semaines. Je sais ce que ça fait d'être invisible, d'être traité comme si on ne comptait pas parce qu'on n'a pas d'argent. Aucun enfant ne devrait avoir à grandir en se sentant inutile à cause de ces circonstances économiques. Si j'ai le pouvoir de changer cela pour ne servir que quelques personnes, alors le sacrifice de ma mère en aura valu la peine. Les questions ont continué pendant encore 30 minutes, mais je pouvais voir que l'ambiance dans la salle avait changé. Les journalistes qui étaient arrivés s'attendant à interroger une fraude écoutaient. Maintenant une histoire de justice et de rédemption. En quittant le palais de justice, Madame de Montaigne a serré mon bras. « Vous avez été magnifique, Chloé. Votre mère serait si fière. Vous pensez que ça a marché? Vous pensez que les gens vont nous croire? Je pense, a-t-elle dit avec un sourire, que David Lacroix vient de faire la plus grande erreur de sa vie. La richesse du cœur 6 semaines plus tard. J'étais assise dans la même salle de conférence de Durand et associée où mon voyage avait commencé. Mais cette fois, je n'étais pas là en tant que femme de ménage humiliée devant des étrangers. J'étais là en tant qu'héritière nouvellement confirmée de la fortune du textile Lacroix, signant des papiers qui feraient de moi l'une des plus jeunes millionnaires du pays. La bataille juridique avec David a été rapide et décisive. Une fois que la police a commencé à enquêter sur ses revendications, ils ont découvert une piste de fraude, de falsification et de crimes financiers remontant à plus de 5 ans. David était en attente de son procès pour d'excepts chefs d'accusation de crimes graves, et ses avocats avaient déjà commencé à discuter de plaidoirie. Plus important encore, le public s'était rallié à mon histoire d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. La conférence de presse avait été vue plus de 10 millions de fois en ligne. Et la vérité gagne était devenue un hashtag tendance pendant des semaines. Des milliers de personnes avaient partagé leurs propres histoires pour surmonter la pauvreté et faire face aux intimidateurs, créant un mouvement bien plus grand que ma situation personnelle. Madame de Montaigne était assise à côté de moi alors que je signais les derniers documents, son visage rayonnant de satisfaction. 87 millions d'euros, a-t-elle dit, en secouant la tête d'étonnement. Les investissements ont fait encore mieux que prévu. Ça n'a toujours pas l'air réel. Ai-je admis? Eh bien, vous feriez mieux que ça devienne réel rapidement. Parce que vous avez de grandes décisions à prendre. Elle avait raison. Avec l'argent venait le contrôle de l'entreprise de textile Lacroix, qui employait plus de 3000 personnes dans des usines à travers le monde. J'ai aussi hérité des brevets des procédés de fabrication de mon arrière-grand-père, qui générait des millions en redevances chaque année. Mais l'héritage le plus important n'était pas financier. C'était la responsabilité d'utiliser cette richesse d'une manière qui honorait les valeurs de ma mère et mes propres expériences. Au cours du dernier mois, j'avais travaillé avec une équipe de conseillers financiers et d'experts philanthropiques pour créer la Fondation Isabelle Lacroix. La fondation se concentrerait sur 3 domaines principaux, les bourses d'études pour les étudiants issus de familles à faible revenu, les microcrédits pour les entrepreneurs qui ne pouvaient pas obtenir de financement bancaire traditionnel, et les programmes de soutien pour les enfants qui quittaient le système de placement familial. J'avais également pris des décisions personnelles qui m'ont même surprise. Madame de Montaigne, ai-je dit alors que nous terminions les formalités. Je veux vous offrir un poste de conseillère juridique en chef de ma fondation. Le salaire serait le triple de ce que vous gagnez actuellement, plus une participation au capital dans tous nos programmes. Ces yeux se sont écarquillés. Chloé, c'est incroyablement généreux, mais je suis pas sûre d'être prête à prendre ma retraite de la pratique privée. Qui a parlé de retraite? Je veux que vous m'aidiez à construire quelque chose de révolutionnaire. Imaginez ce que nous pourrions accomplir si nous avions des ressources illimitées pour nous battre pour les gens qui ne peuvent pas se battre pour eux-mêmes. Elle a souri, a tendu la main. Quand est-ce que je commence? Mon prochain arrêt était Durand et associé. Monsieur Durand m'avait appelé 3 fois au cours de la dernière semaine, me demandant si je voulais reconsidérer son offre d'emploi. Mais j'avais une proposition différente en tête. Je l'ai trouvé dans son bureau, l'air beaucoup plus simple qu'il ne l'était il y a 2 mois.
Chloé, a-t-il dit, se levant quand je suis entrée. Félicitations pour tout. Je dois dire, vous voir gérer cette conférence de presse était extraordinaire. Merci, monsieur Durand. En fait, je voulais vous parler de quelque chose. Je me suis assise en face de son bureau, remarquant à quel point la dynamique de pouvoir était différente maintenant. Je sais que vous m'avez offert un emploi d'assistante juridique, et je l'apprécie. Mais j'ai une contre-proposition. Il s'est penché en avant, clairement intrigué. Je veux embaucher Durand et associer comme cabinet juridique principal pour ma fondation. Nous allons gérer des centaines de cas impliquant la discrimination à l'emploi, les droits au logement et l'accès à l'éducation. Ce serait un contrat de plusieurs millions d'euros. Ces yeux se sont écarquillés, laissez. C'est une opportunité incroyable. Mais il y a des conditions. Premièrement, vous devrez embaucher au moins 10 nouveaux avocats en vous concentrant sur la diversité et les candidats issus de milieux non traditionnels. Deuxièmement, 20% de vos heures facturables devront être consacrées à du travail bénévole. Et troisièmement, j'ai fait une pause, savourant ce moment. Vous devrez personnellement vous excuser auprès de chaque employé que vous avez maltraité et vous engager à une formation sur la sensibilisation pour tout votre personnel. Monsieur Durand est resté silencieux pendant un long moment et je pouvais le voir se débattre avec sa fierté. Vous savez, Chloé, il y a 2 mois, j'aurais été insultée par ces conditions. Et maintenant, je pense qu'elles sont exactement ce dont ce cabinet a besoin pour devenir le genre d'endroit que j'aurais dû construire depuis le début. Il a tendu la main. C'est d'accord. En quittant son bureau, j'ai réalisé que je venais d'achever un cercle de rédemption que ma mère avait probablement imaginé lorsqu'elle avait créé ces défis pour moi. Mon dernier arrêt de la journée a été le plus important. J'ai roulé jusqu'au cimetière du Père-Lachaise, où ma mère avait été enterrée il y a 21 ans. Je n'avais visité sa tombe que quelques fois au fil des ans, je ne pouvais jamais me permettre d'acheter des fleurs. Et c'était trop douloureux de faire face au rappel de tout ce que j'avais perdu. Mais aujourd'hui était différent. Je me suis agenouillée à côté de sa pierre tombale, qui était simple et modeste, tout comme la vie qu'elle avait choisie. Isabelle Lacroix, mère bien-aimée, 1975 à 2003. Salut, maman, ai-je dit doucement, en déposant un bouquet de roses blanches sur sa tombe. Je pense que tu serais fière de la femme que je suis devenue. Je lui ai parlé de la fondation, de mes plans pour utiliser son héritage afin d'aider d'autres personnes à échapper à la pauvreté, et de la façon dont ces défis m'avaient appris que la vraie richesse venait du caractère, et non des comptes bancaires. Je comprends enfin pourquoi tu as tout quitté. Ai-je continué? L'argent sans but n'est que des chiffres sur une page. Mais l'argent, avec une mission, peut changer le monde. Alors que je me levais pour partir, j'ai ressenti un sentiment de paix que je n'avais jamais connu auparavant. Je n'étais plus la fille invisible qui avait été humiliée parce qu'elle était pauvre. Je n'étais plus la victime de la cruauté et des préjugés des autres. J'étais Chloé Martin, fille d'Isabelle Lacroix, héritière d'une fortune construite sur l'innovation et le travail acharné. Plus important encore, j'étais quelqu'un qui avait prouvé que le vrai succès ne vient pas de ce que vous héritez, mais de ce que vous choisissez de faire avec les opportunités qui vous sont données. 6 mois plus tard, la Fondation Isabelle Lacroix avait décerné sa première série de bourses à 200 étudiants issus de familles à faible revenu. Nous avions financé 150 microcrédits pour des entrepreneurs qui avaient été rejetés par les banques traditionnelles. Et nous avions créé des programmes de soutien dans 12 villes pour aider les enfants des foyers à faire la transition vers l'âge adulte. Mais la réalisation dont j'étais la plus fière était beaucoup plus simple. J'avais appris à me voir non pas comme quelqu'un qui avait eu la chance d'hériter de l'argent, mais comme quelqu'un qui avait gagné le droit d'utiliser cet argent avec sagesse. On m'a humiliée parce que j'étais pauvre, pensant que la pauvreté définissait ma valeur. Ils avaient tort. La pauvreté m'a appris l'empathie, la résilience et la valeur du travail acharné. La richesse m'a donné le pouvoir de transformer ces leçons en action. Et cela, j'ai réalisé, était exactement ce que ma mère avait espéré qu'il se produise lorsqu'elle a décidé de me faire confiance avec son héritage. Si cette histoire vous a inspiré à croire que vos circonstances ne définissent pas votre potentiel, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Et rappelez-vous, parfois, l'univers doit vous détruire complètement avant de pouvoir vous construire pour que vous deveniez la personne que vous étiez toujours censé être.